Alors bonjour à tous. Donc nous sommes ici pour parler de ce sujet des déchets, du recyclage, comment on fait pour trier, quels sont les objectifs, comment on fait pour mettre en décharge, est-ce qu'on va incinérer, est-ce qu'on va imaginer l'enfouissement, etc. Quelles sont les nouvelles solutions, évidemment. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le maire de Goyave, Ferdi Louisi. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Célia Renesson, qui est cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac. Bonjour. Stéphanie Kerbat, vous êtes députée en Seine-Maritime. Bonjour à toutes et à tous. Et Florence Presson, vous êtes adjointe au maire à la transition énergétique numérique et l'économie circulaire de Sceaux. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais me tourner d'abord vers Stéphanie Kerbar. Voilà, je ne voulais pas écorcher votre nom. Vous allez nous parler du projet de loi, un projet de loi anti-gaspillage. Voilà, donc en ce moment même au Sénat se discute le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc c'est un projet de loi donc, qui va répondre, en tout cas je le souhaite, en partie au sujet de la table ronde qui nous anime ce matin. Et puis peut-être vous faire juste très rapidement, mais un tour, le tour de ce que contient ce projet de loi. Donc il y a 4 grands titres. Donc il y a le titre 1 qui concerne tout ce qui est l'information aux consommateurs, donc avec les notions de simplification de tri ou encore de caractéristiques environnementales. Et encore également l'indice de réparabilité avec toutes les questions d'obsolescence programmée. Le titre 2 donc, qui se concentre sur la lutte contre le gaspillage. Et puis le titre 3 qui est la responsabilité élargie des producteurs, les filières REP. Et donc c'est la petite contribution que vous payez aujourd'hui quand vous achetez un appareil électroménager, l'éco-contribution que vous payez en plus, donc qui sert à gérer la fin de vie de ce produit. Donc là, le projet de loi prévoit que ça aille plus loin, cette éco-contribution, mais que ça serve aussi à aider dans l'éco-conception. Et puis, les filières auront également des responsabilités un peu plus importantes, puisqu'elles sont également responsables sur le nettoyage, le ramassage, la collecte. Et enfin, le titre 4, qui est une transposition des directives européennes. Merci beaucoup. Je me tourne vers Célia désormais. Est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau, l'association Réseau Vrac ? Oui, alors Réseau Vrac, c'est une association interprofessionnelle qui rassemble aujourd'hui 1200 professionnels du secteur, donc des producteurs, des fabricants d'équipements et des magasins et des futurs magasins. L'association que j'ai fondée en mars 2016 avec d'autres professionnels du secteur a pour objet de démocratiser la vente en vrac, afin de donner accès à une consommation durable et responsable. Et alors concrètement, comment ça se passe dans le réseau ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, consommateurs ? L'association met en œuvre de nombreuses actions qui permettent de développer la vente en vrac. On a élaboré un guide juridique de la vente en vrac pour éclaircir le cadre législatif. On a également rédigé un guide des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac pour permettre de cadrer, de normaliser les professions, les gestes des professionnels. Un certain nombre de formations. L'association forme les futurs magasins à développer une épicerie vrac. Et on mène également des actions de lobbying qui permettent de lever les freins réglementaires qui s'opposent au vrac. On a permis, par exemple, de faire vendre l'huile d'olive en vrac en France, qui aujourd'hui est interdite et reste interdite au niveau européen. On permet également aux consommateurs de revenir avec son propre contenant pour recharger son bidon de lessive ou son flacon de savon en vrac. Et là, mercredi soir, notre association a déposé 2 amendements qui ont été votés et adoptés par le Sénat en première lecture et qui va peut-être inscrire définitivement dans la loi le droit pour le consommateur de revenir avec son propre contenant pour faire ses courses non préemballées.
Et aujourd'hui, le marché du vrac est en pleine explosion. En France notamment, on est passé de 18 épiceries en 2015 à plus de 300. Ce qui fait que la France est le pays le plus développé en matière de vrac. Et cet engouement se caractérise aussi bien du côté de l'offre que de la demande. Donc aujourd'hui, la vente en vrac qui permet de faire ses courses à la juste quantité avec ses emballages réutilisables est la solution pour nous, pour les villes, pour permettre une transition vers le zéro déchet. À Goyave, comment ça se passe, les questions de recyclage? Vous faites face évidemment à des déchets terrestres, mais aussi marins. Comment vous abordez le problème? En tout cas, c'est une bonne transition, ce que vous venez de dire, puisque lorsque nous envisageons cette politique du zéro déchet, Goyave, c'est une commune de la Guadeloupe, de 8000 habitants, et nous avons la particularité de devoir gérer des problématiques de déchets sous l'aspect terrestre, mais aussi sous l'aspect marin, puisque nous avons de plus en plus de pollution qui viennent des océans, particulièrement de l'Amazonie. On connaît toujours ce qu'on appelle une grave crise des sargasses, qui sont des algues qui proviennent d'Amazonie et qui ont des conséquences très négatives, à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur la santé des populations. Alors c'est un véritable challenge pour nous les maires. Je prends l'exemple du budget de ma commune, qui fait à peu près 9,5 millions à 10 millions d'euros, budget pour lequel nous consacrons 1 million d'euros à la gestion des déchets. Alors c'est considérable lorsque vous savez que vous avez d'autres obligations ailleurs, mais nous avons mis en place, et de plus en plus avec Madame la députée l'a signalé tout à l'heure, l'évolution de la loi qui permet de transférer sous les intercommunalités. Et c'est bien la preuve que les communes, à elles seules, ne peuvent pas gérer la problématique des déchets. Alors comment nous pouvons le faire? Nous avons vu avec notre communauté d'agglo un certain nombre de mises en place d'équipements. On en a mis beaucoup, des poubelles, des trucs sélectifs, les bornes d'apport volontaires, les déchetteries, etc. Mais je crois que cela présente des limites et que la véritable solution passerait par le comportement individuel de chacun, des mesures incitatives et puis pourquoi pas à terme des mesures un peu coercitives en mettant plus de moyens sous la police de l'environnement que sur les poubelles, les déchetteries, puisque 1 million d'euros, j'aurais préféré consacrer ça à l'éducation, à l'environnement. Florence Poisson, sur votre territoire, comment ça se passe également? Alors justement, sur le territoire, on est, je dirais, un petit peu ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire un discours positif vers une réduction des déchets, vers une démarche vertueuse. Et une fois qu'on est rentré chez soi et qu'on est dans sa vie, le rythme reprend. Et le changement de comportement, on a beaucoup de difficultés à l'enclencher. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est une démarche qui s'adresse non pas que aux déchets, mais de façon globale sur l'environnement, avec une démarche qui s'appelle « Parlons ensemble de l'environnement », qui a rassemblé sur une ville de 20 000 habitants, 1000 habitants. Certains qui ont été poussés en nous disant nos enfants nous culpabilisent tellement, on vient à cette réunion pour essayer d'apprendre, de faire quelque chose. Et puis ces réunions-là, c'est l'occasion d'avoir tous une base de connaissances communes sur des sujets, de dire sur tel sujet, on pourrait commencer à changer les choses et comment on pourrait construire. Mais à la condition, c'est qu'il y ait un copilotage par des citoyens. C'est-à-dire que nous, on est à ce moment-là facilitateur, on va proposer. Alors effectivement, ça peut être effrayant parce qu'on démarre une session de travail, ça nous a duré à peu près 6 mois, on ne sait pas quel sera le point final. Ça peut paraître risqué. En réalité, ce qui est important, c'est qu'en parallèle, on travaille sur ces sujets, que dès la conclusion, on puisse mettre en avant des actions concrètes, des arrêtés, des délibérations où l'on acte un certain nombre d'actions réalisées. Et puis ensuite, des collectifs de citoyens peuvent se rassembler sur certains sujets et avancer en parallèle. Je me tourne vers vous et pour réagir à ce qui vient d'être dit sur les responsabilités finalement des politiques et ce qu'on peut faire à mettre en œuvre pour rassembler le plus de personnes sur ces sujets-là.
Alors, deux choses. La première, peut-être juste pour rebondir sur les propos de Monsieur le maire et pour vous donner aussi dans la salle peut-être une échelle en termes de coûts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par tonne, donc dans les territoires d'outre-mer, la gestion des déchets ménagers, c'est 1 281 € la tonne. D'accord. Bien, en métropole, pour faire le miroir, c'est 488 € la tonne. Donc, il faut savoir qu'il y a vraiment un vrai sujet sur les territoires d'outre-mer et que dans le projet de loi, justement, qui arrive, eh bien, on en a tenu compte avec notamment, donc il y a forcément donc, la contribution des producteurs, ça c'est prévu dans le dispositif, mais également une majoration des soutiens aux collectivités. Aujourd'hui, peut-être dire deux choses pour les collectivités, c'est qu'il y a la loi NOTRe qui a transféré donc la compétence de gestion des déchets à la région, avec des objectifs de réduction de 50% de mise en décharge, voilà, à différents horizons. Et une fois qu'on a dit ça, c'est aussi de dire, bon, ok, tout le monde veut bien y aller, mais comment on fait? Donc là, on a parlé du projet de loi qui arrive, mais il faut savoir qu'il y a autre chose également, il y a un autre outil qui est la norme, c'est une norme française qui est parue en octobre, donc une norme AFNOR, en octobre l'année dernière. Son petit nom de code pour ceux que ça intéresse, donc c'est X30 901. Mais en fait, cette norme est vraiment un outil pour le management de l'économie circulaire, mais également, alors pour les collectivités, mais pour les entreprises également qui souhaitent mettre en place de manière dynamique et opérationnelle l'économie circulaire. Et puis, vous dire aussi, juste si j'ai un petit peu de temps, faire comprendre également que la France, en fait, on est vraiment leader sur la question de l'économie circulaire. Hein, tout le monde connaît le principe, c'est de faire que les sortants d'activités, ce qu'on peut appeler communément les déchets, deviennent des entrants pour d'autres activités. Et donc, cette norme française, eh bien, aujourd'hui, est portée à l'international au sein du comité ISO. Et la présidence et le secrétariat sont assurés par la France. Donc, aujourd'hui, nous avons une norme française. Demain, très prochainement, nous aurons également une norme mondiale. Voilà. Je vous laisse réagir. On parlait des territoires d'outre-mer. Oui, absolument. Et vous voyez quelle est cette problématique du surcoût dans le traitement des déchets et qui nous pose énormément de problèmes. Et lorsqu'on parle d'aller vers des comportements individuels, lorsqu'on parle de revoir justement le marketing qu'il y a eu autour du packaging individuel et qui nous a donné cette société de surconsommation, en Outre-mer, 90%, notamment la Guadeloupe, de la consommation viennent des importations, avec beaucoup d'emballage. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire qu'on va contre le capitalisme, mais qu'il faut aller vers une nouvelle forme de capitalisme qui serait plus un capitalisme vert et qui permettrait de développer, comme Madame le député l'a dit tout à l'heure, l'économie circulaire. Et sur cette partie-là, nous avons un objectif, non seulement d'aboutir à l'horizon 2032 à 90% de déchets recyclés, de plus en plus une partie de la population est couverte, mais au-delà, nous faisons aussi en sorte que nous puissions tirer de l'énergie vis-à-vis de ce traitement des déchets. Donc vous voyez bien que la notion, il n'y a pas de dualité ou d'antagonisme entre l'environnement, le traitement des déchets, les comportements éco-citoyens, la mise en avant de l'environnement, la protection de la biodiversité. Il n'y a pas d'antagonisme avec le développement économique. Et c'est le même travail que nous voulons faire au niveau de la mer, lorsque nous luttons pour la protection de la mangrove, lorsque nous luttons pour la protection des coraux, lorsque nous faisons en sorte de développer une économie bleue, c'est bien pour permettre de protéger nos territoires. Et vous le voyez, le rapport du GIEC qui est sorti cette semaine le montre bien, l'augmentation du niveau de la mer va entraîner des conséquences dramatiques sur des populations des îles. Et les îles françaises dont fait partie la Guadeloupe, nous aurons des conséquences à tirer en termes d'aménagement. Donc on aura besoin véritablement qu'il y ait une réglementation au niveau national, au niveau de la législation, pour faire en sorte que les communes puissent se préparer à ce véritable exode écologique, parce qu'il va falloir qu'on sorte du littoral. 99% des communes de Guadeloupe sont des communes de littoral et qui seront affectées à l'horizon 2100 par le problème du réchauffement climatique, de la déréglementation.
Alors, justement, un des déchets qui est le plus facilement transformable en ressources, c'est le vêtement. Aujourd'hui, on surconsomme énormément de vêtements. On connaît l'acte de pollution généré par cela. Or, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui très souvent donnent l'impulsion. Il y a des sites internet, c'est les vêtements d'occasion. Quand on dit ce mot-là, c'est pas beau. Si on parle de vintage, là, ça l'est beaucoup plus. L'upcycling, comme on dit, voilà, au lieu du recyclage. Voilà. Et on peut aller même encore plus loin que dans l'upcycling, c'est que quand le vêtement n'est réellement plus métable, plutôt que d'aller le brûler, de mettre du poids supplémentaire dans nos poubelles, aujourd'hui, il y a des boucles complètes qui existent en France, dans le Nord, avec le fait de fabriquer de l'isolant pour isoler des maisons. Donc l'intérêt, c'est qu'on rentre dans une boucle vertueuse qui va nous permettre, parce qu'on va mettre de l'isolant, de faire baisser nos factures énergétiques, donc de dégager aussi un pouvoir d'achat. Comme quoi, cette notion de gestion de déchets, transformation en ressources et tout ce qui est transition énergétique ne correspond pas forcément à de la taxe, à du négatif. Et voilà, je voulais rebondir. Donc on a vu que la gestion des déchets était un véritable coût pour les villes et les collectivités. Et donc les villes doivent offrir à leurs citoyens des solutions qui permettent de réduire les déchets. Et une des solutions qui aujourd'hui est efficace, qui fonctionne, qui existe, c'est la vente en vrac. Voilà, comme je le disais, la vente en vrac, pour donner une définition, c'est la vente au détail de produits non préemballés, donc à la juste quantité, en libre service, avec des contenants réutilisables. Donc on voit bien quand on regarde... Concrètement, c'est des céréales, du sucre, des noix, mais aussi... De la lessive, voilà, des croquettes pour chiens. Aujourd'hui, on peut quasiment faire toutes ces courses en vrac. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans les poubelles des Français, en moyenne, les déchets d'emballage jetable représentent 49 kilos, prenez juste l'exemple des gâteaux. Vous achetez des petits biscuits dans un paquet de gâteaux, vous avez 4 sachets d'emballage en plastique et une cartonnette en carton pour avoir au final 120 grammes de gâteaux, c'est-à-dire 16 petites galettes. Alors que si vous les achetez en vrac avec un contenant réutilisable, eh ben, il n'y a rien dans la poubelle. Tout est fini, tout a fini dans votre ventre. Et alors justement, est-ce qu'ils sont disponibles, ces contenants réutilisables? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est pas si évident que ça, peut-être, pour un certain nombre de personnes, de concrètement le mettre en place? De le mettre en place. Alors aujourd'hui, Réseau Vrac travaille en avant-première sur un guide du consommateur qui va sortir d'ici la fin de l'année et qui va permettre à tout citoyen de répondre aux questions de comment je fais pour passer au vrac. Donc on va vous expliquer les bons gestes depuis votre domicile, en magasin et chez vous, comment faire vos courses en vrac. Mais il suffit aujourd'hui de s'équiper. Depuis la loi qui a interdit l'usage des sacs, qui interdit de donner des sacs plastiques à usage unique en caisse, on a pris l'habitude d'avoir toujours un sac avec soi pour faire ses courses. Mais il suffit tout simplement de rajouter quelques sacs en coton en plus avec ce sac-là pour pouvoir, au débeauté, faire des courses en vrac dans un magasin. Les épiceries de vente en vrac dont je vous parlais juste avant offrent pour la plupart des sachets Kraft, donc ça reste du jetable, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier pour des personnes qui n'avaient pas prévu de faire leurs courses, mettent aussi souvent à disposition des bocaux gratuits qui permettent du coup de faire ses courses avec des bocaux et ou en vente sur place. Donc aujourd'hui, les solutions existent pour avoir des contenants réutilisables. Et le deuxième déchet que je voulais dire que la vente en vrac évite, donc on a vu que la vente en vrac évite les déchets d'emballage jetable, c'est les aliments. Aujourd'hui, 29 kilos de déchets d'aliments sont jetés chaque année en moyenne par les Français. Pourquoi? Parce que le préemballé vous impose une quantité. Avec le vrac, on choisit sa juste quantité. Donc si on choisit d'acheter la quantité dont on a besoin et pas plus, en théorie, on n'est pas censé gaspiller des aliments dans ces poubelles. Peut-être donner d'autres idées d'initiatives également que les villes peuvent mettre en place assez facilement. Par exemple, dans les endroits où il y a une déchetterie, eh bien, laisser la possibilité aux citoyens de déposer ce qu'il vient jeter, enfin ce dont il souhaite se séparer,
eh bien, soit effectivement à la déchetterie ou d'avoir une zone à côté pour favoriser le don. Le week-end dernier, j'étais en Charente, une petite ville à côté de Cognac qui s'appelle Château-Bernard, et je suis allée donc participer à l'inauguration d'un centre donc, qui s'appelle Calitorama. C'est à côté de la déchetterie, et les personnes qui viennent faire des dépôts eh bien, choisissent soit de se séparer, donc ça part à la déchetterie, soit de déposer au Calitorama. Et là, ce sont des objets qui sont donnés, y compris des choses, par exemple du papier peint, du carrelage. Voilà, ça va très très loin. C'est pas juste les objets du quotidien. Ou encore, par exemple, sur le Havre, il y a la possibilité également dans les cimetières. Alors c'est un peu, ça peut paraître curieux, mais au moment d'enlever la plante de la tombe, eh bien, si vous voyez que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait morte et juste qu'elle est plus très jolie, eh bien, au lieu de la jeter, eh bien, vous la mettez sur un rack, pareil. Et là, il y a des acteurs qui viennent du métier, de la profession, qui viennent. Et puis ensuite, en rôle social, eh bien, ils fleurissent notamment les tombes des indigents. Voilà, donc les villes ont vraiment aussi une clé en fait pour favoriser eh bien, les start-up, les initiatives associatives, etc., pour faire que, in fine, eh bien, le tonnage qu'on retrouvera en déchetterie eh bien, diminue de manière significative. Est-ce que vous voulez nous partager les freins qui sont les vôtres concrètement à mettre toutes ces solutions en place ? Alors, les freins, si je peux m'exprimer, viennent du fait que nous n'avons pas, nous les maires, la possibilité de définir ou d'imposer un certain nombre de choses, notamment sur la fiscalité. Ça relève de la législation. J'aurais bien voulu mettre en place au niveau de ma commune, c'est un projet que nous avons, un chèque fiscal écologique à l'instar du chèque énergie qui permettrait de diminuer les impôts des citoyens qui ont un comportement vertueux vis-à-vis du traitement des déchets, comme ça se fait sur le défi famille zéro déchet. Donc là, ce serait une mesure incitative. J'aurais voulu aussi qu'on nous donne la possibilité, au niveau de la législation, de consacrer plus de moyens au niveau des scolaires. On a mis en place, sous les activités de loisirs sans hébergement, des projets comme ça auprès des enfants que nous visons particulièrement, sur les comportements à avoir, sur la manière de se comporter en cuisine, contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc on a besoin qu'on nous donne une certaine latitude au niveau de notre fiscalité. Et ça, ce n'est pas possible puisque nous ne pouvons pas on fixe des taux, mais on ne lève pas l'impôt, on ne crée pas l'impôt. Ouais. Donc il y a des mesures incitatives comme ça. Il y a d'autres projets que nous avons menés grâce à l'association Écomère qui s'appelle « Ici commence la mer ». Éviter que les plastiques partent par les cours d'eau, par les voies d'évacuation des eaux pluviales et aillent vers la mer avec toutes les conséquences que nous voyons. Donc il y a beaucoup de projets que nous voulons mener, mais nos freins, non seulement ils viennent des comportements individuels, mais ils viennent aussi d'une législation qui n'est pas suffisamment souple, qui ne donne pas suffisamment de pouvoir aux maires pour bien gérer leur territoire, pour sectoriser quelquefois une partie de leur territoire et donner des bons points là où il y a. Et encore plus, je le dis encore une fois et j'insiste là-dessus, on a fait beaucoup d'éducation, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'incitation, mais à un moment donné, il faudra aussi passer au répressif. Et pour le répressif, il faut qu'on ait plus de moyens, il faut que la justice suive. Lorsqu'on décide de verbaliser quelqu'un qui a un très mauvais comportement vis-à-vis des déchets, il faut aussi que le procureur de la République et que la justice condamne. Et ça nous donne une position de frustration quelquefois lorsqu'on voit que ce n'est pas bien suivi par rapport aux atteintes à l'environnement. Sur les obstacles, peut-être ? Donc, sur la partie vente en vrac, il y a un certain nombre d'obstacles législatifs sur lesquels on travaille. On parlait de l'huile d'olive. Aujourd'hui, il y a les produits sous SICO, donc les produits IGP, AOP, qui sont interdits à la vente en vrac. Notre association vient de déposer un amendement aussi pour autoriser la vente en vrac de ces produits de qualité qui permettrait du coup d'offrir un nouveau débouché à ces produits-là. Mais j'avais surtout envie de dire qu'aux villes et aux collectivités qu'aujourd'hui la solution pour offrir à vos habitants une autre manière de consommer qui prévient à la source les déchets, donc c'est le vrac, et soutenir la vente en vrac et notamment les épiceries vrac, ça peut se faire par de nombreux moyens qui ne sont pas forcément coûteux. Vous pouvez par exemple tout simplement lancer des appels à projets qui permettent de donner en priorité des locaux commerciaux
à ce type de commerce ou de leur donner ce type de commerce, de baux commerciaux à des tarifs préférentiels, de lancer des appels à projets, de faire de la communication. Aujourd'hui, beaucoup d'épiceries vrac m'ont remonté le fait que leur ville n'a jamais communiqué sur leur ouverture, pas une parution au journal municipal. Ils n'ont jamais été invités à des événements. Ça peut être aussi sinon des subventions d'amorçage ou de la mise en relation avec des financeurs solidaires. Il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions peu coûteuses qui permettent aux villes de soutenir véritablement le nombre d'épiceries vrac. Et aujourd'hui, voilà, comme vous étiez là, j'ai regardé un peu dans nos statistiques. Je vous disais qu'il y a plus de 300 épiceries en France, dont les territoires d'outre-mer, et une qui vient d'ouvrir en Guadeloupe au mois de juillet. Donc c'est super. Et voilà, il y a encore la place pour de nombreuses autres épiceries vrac en Guadeloupe et donc permettre de réduire le gaspillage de déchets d'emballage et d'aliments. Et je voulais donner un chiffre. On a fait le petit calcul. Si aujourd'hui tous les citoyens français consomment en vrac, c'est à minima 2 millions de tonnes de déchets qu'on pourrait éviter. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement... Vous pouvez l'applaudir, oui, et consommer en vrac, du coup. Il y a tous les élus, peut-être, bien écouter ces conseils. Alors, sur le territoire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Justement, aujourd'hui, on parlait de coûts. Les villes peuvent être exemplaires. En étant exemplaires, ça commence effectivement par faciliter la mise en place de boutiques vrac. Nous, on est en train d'en chercher sur ma ville, donc c'était tombé très bien qu'on se voit tout à l'heure en coulisses. Aujourd'hui, au même titre que pour faciliter l'installation d'un tiers-lieu où on a mis un prix de loyer très bas sur des locaux qui nous appartenaient et une progressivité dans le temps selon le chiffre d'affaires, bien évidemment, c'est la façon dont on souhaite pouvoir accueillir et développer le vrac. Après, l'exemplarité de la ville, c'est effectivement, c'est pas très coûteux pour une ville d'éditer, d'imprimer, de diffuser des sacs en coton bio dans une démarche vertueuse et de les mettre à disposition des citoyens. Des éco-cups, c'est lorsqu'il y a un événement qui est organisé, si déjà la ville ne génère pas de déchets. Je prends des sports, par exemple. Souvent, il y a des barres de céréales emballées, suremballées, etc. Si on donne un fruit, là, on rentre dans du biodéchet. C'est quand même beaucoup plus propre et meilleur pour la santé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'actions possibles pour une ville, sans que ça lui coûte de l'argent, puisque effectivement, on a quand même une pression non négligeable, mais pour entraîner le citoyen dans ce changement de comportement. Sur la question du budget, peut-être, est-ce que vous sentez qu'il y a une accélération qui se fait vers ces solutions ou est-ce qu'on est encore freiné là, par les questions financières ? Non, alors c'est pas, pour moi, le frein ne se positionne pas sur la question financière et même pas non plus sur la fiscalité. Il y a vraiment, ce que viennent de dire nos deux interlocutrices, là, c'est vraiment une volonté d'y aller. Alors en favorisant, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les start-up, les initiatives, qu'elles soient associatives, d'entreprises également. Pareil, quand un territoire veut accueillir ou développer une zone d'activité, eh bien, quelle entreprise je vais accueillir autour pour créer un écosystème vertueux, que ce soit eh bien, au niveau des déchets ou au niveau de la réduction des flux logistiques, ou justement réfléchir à qu'est-ce que l'un va générer, quelle entreprise va générer quel déchet qui pourrait servir à tel autre, et du coup faire un appel du pied aux autres acteurs pour venir s'installer. Voilà. Tout ça aujourd'hui, que ce soit les collectivités, les villes, elles peuvent le faire. Les régions, etc., c'est possible. Après, il y a quand même des freins. Et qui ne sont pas financiers. Il y a les cours d'eau, effectivement, ça a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des déchets qui nous arrivent de d'autres pays, donc nous, on aura beau légiférer de manière aussi drastique que l'on veut, eh bien, tant que le problème ne sera pas réglé partout sur la planète, eh bien, nous continuerons à subir de la pollution. Également, le comportement des consommateurs aussi. Enfin, je veux dire, il y a régulièrement
des actions citoyennes sur des nettoyages de plages ou de vallées, etc. Là, ce sont vraiment des gens chez nous qui jettent le déchet. Et puis peut-être un troisième frein, et là, les villes peuvent avoir un rôle à jouer, c'est bien quand parfois, alors moi je dis l'offre ne rencontre pas la demande et vice-versa. C'est-à-dire qu'on peut avoir des volumes de déchets avec une vraie envie de recycler, et notamment par exemple, je pense dans le BTP. Mais par contre, on n'a pas le besoin qui est en face. Donc, il y a des choses qui restent encore à inventer, notamment, donc il y a une filière REP BTP qui est prévue dans le projet de loi, mais de faire, comment on fait rencontrer l'offre et la demande, à savoir, il y a un endroit où on va déconstruire une friche industrielle, comment est-ce qu'on la démonte, comment est-ce qu'on réfléchit pour que, ce qui va être construit après sur place dans le cadre du projet, que ça puisse être réutilisé et que ça ne parte pas. Donc là, vous voyez la boucle vertueuse, parce que vous empêchez des transports, du remplissage de déchetterie, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces solutions que vous avez proposées. J'espère que vous les écouterez. Je vais laisser la parole désormais à Audrey Poulevard qui va vous accueillir pour une prochaine table ronde, justement autour de l'accueil des citoyens. Vous pouvez les applaudir chaleureusement.